vais tout remonter, je vais tout filmer. Les lames de fer, eux reprennent en première, les autres sont dans le rétro. Les dames de fer, tout autour de la terre, elles font rugir la Peugeot 205, 205, qu'il faut réparer. Louise, Margot et leur mécano. Eh ben non, je suis pas mécano. Les dames de fer, 205 de l'enfer. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on s'intéresse à la technologie des voitures de toutes les époques. Et aujourd'hui, on va voir cette merveille d'ingénierie qu'est le carburateur. C'est sûrement la pièce la plus compliquée qu'il y a sur cette voiture. Il y a des trucs qui pivotent dans tous les sens, des papillons, il y a des tuyaux de partout. Aujourd'hui, je vais terminer le remontage de cette voiture et j'espère pouvoir démarrer ce moteur. On verra ça à la fin de l'épisode. Je vais commencer par les choses les plus simples à remonter, comme par exemple le cache-courroie de district. Alors là, ici en dessous, j'ai regardé, c'est bien sec, hein, il n'y a pas une goutte d'huile. A priori, pour l'instant, pas de fuite. Ces petites vis qui tiennent le cache-courroie de distribution, ça sert à 8 Nm. C'est peu. Et ça suffit. Vous n'entendez pas beaucoup, mais je vous assure que ça clique. Voilà. Alors, cette jauge m'agace là de ne pas rentrer dans le tuyau. Hop, problème réglé. Alors là, je suis plutôt vers le bas, donc je vais faire le niveau. Okay, on est ici aux 3/4, donc c'est bon. De toute manière, cette huile, je la changerai. Tant que je suis dans l'huile, je vais faire la vidange de la boîte de vitesse. Alors, ici bouchon de remplissage, ici bouchon de vidange, et on commence par dévisser bien sûr le bouchon de remplissage. Comme d'habitude. Et c'est ces espèces de carrés de 8 mm là, qu'on trouve beaucoup chez PSA. Donc la voiture est bien horizontale, hein. C'est ça l'avantage d'avoir un petit pont hydraulique comme ça. C'est très important que ce soit horizontal pour bien faire le niveau. C'est un niveau qui se fait par débordement. On en met jusque ça déborde ici. Et on a un max de limaille là-dessous. Bon, ça va. Donc au bout des bouchons comme ça, on trouve un aimant qui est là pour capturer la limaille. J'ai remis un nouveau joint en cuivre, cuivre plein. Allez, vidange. Je sens que ça va jaillir comme jamais jusqu'à la roue. Puis alors l'huile de boîte, c'est terrible, ça sent mauvais. Attention. Non mais elle est neuve cette huile. Regardez-moi ça. Elle n'a jamais servi. Je suis content, j'en ai pas trop mis à côté là. Bon, là je remplace de l'huile neuve par de l'huile neuve. Ouais, du coup, ça sert à rien d'attendre que ce soit terminé de couler, hein. Donc j'ai bien sûr nettoyé le bouchon, remplacé le joint. Et là bien sûr, on peut pas mettre de clé dynamo, enfin j'ai pas d'embout de 8 mm. Donc je sers à l'expérience. Comme ça. Et j'arrête juste avant de foirer le filet. Remplissage, comme d'habitude, je fais ça avec ma petite pompe là, à 2 ou 3 euros frais de port inclus, lien dans la description. C'est 2,5 litres à peu près dans la boîte là, donc ça devrait faire la moitié de mon bidon. Il n'y a plus qu'à pomper et attendre que ça déborde. Il y en a pour un petit moment, hein.
Ok, donc là je suis en dessous de la marque des 3 litres. Je pense que j'arrive au niveau. Alors voyons voir. Ouais, là on peut dire qu'on a le niveau. Donc, bouchon. Serrage. Tac. Et voilà, super simple la vidange de boîte. Alors je sais pas vous, mais moi je vais préférer travailler là-dessus que là-dessus. Nouvel alternateur. On nous dit de bien suivre les instructions ici. Important, vérifier l'état de la batterie. Toujours charger et tester la batterie avant installation. C'est ce que je suis en train de faire sur le côté là, je vais vous en parler. Un petit graphique avec la performance de charge. Apparemment il a été testé et approuvé. Alors il y a quelques éléments que je vais retransférer du vieux vers le nouveau. Donc en partie tout ce système de tension là. Et je vais bien sûr le nettoyer. Il y a quand même une sacrée fuite d'huile là-dedans, dans cette voiture. Neuf. Alors je vais mettre un petit peu de graisse derrière ce mécanisme là, parce que ça c'est censé coulisser pour régler la tension de la courroie. Hop. Je crois bien que ça venait ici. Là, il est mis en place. Alors non, je vais pas le mettre tout de suite, parce qu'avant il faut que je m'occupe de ça. C'est le faisceau qui bat à l'alternateur et il a un sérieux problème. Est-ce que vous le voyez le problème ? Donc non seulement il est ultra crade, ultra gras, mais en plus il a fondu ici. Donc il faut que je remplace cette gaine. Et j'espère que les câbles n'ont pas été attaqués. Ça va. Refaire la gaine d'un faisceau de câbles comme ça est relativement simple. Il suffit de se procurer cette gaine fendue annelée. On en trouve un peu partout, il faut juste faire attention qu'elle résiste bien à des hautes températures. Si vous en cherchez, je vous mets un lien dans la description. Pour nettoyer les prises, le mieux est de pulvériser du produit et de souffler de l'air comprimé. Pour le produit, on peut prendre du nettoyant spécial contact électrique, ou alors ce bon vieux copain, le nettoyant frein. Pour terminer, j'utilise un scotch en tissu spécial haute température pour bloquer les extrémités des gaines. C'est le même type d'adhésif qui est utilisé par les constructeurs, on n'a pas envie que ce scotch prenne feu près du moteur. Et voilà, un beau petit faisceau. Rebrancher un faisceau est bien souvent plus facile qu'on ne le croit, les prises sont de différentes couleurs, différentes formes et elles sont bien souvent équipées de détrompeurs. Je mets de la graisse contact sur toutes les connexions, on a vu dans le premier épisode de cette série que le grand ennemi, c'est la corrosion. Poulie, alors c'est pas une poulie damper vraiment, hein, parce qu'il n'y a pas la partie en caoutchouc. Normalement une poulie damper c'est en 3 parties. Il y a 2 parties métalliques reliées par une partie en caoutchouc et ça fait un petit peu, ça atténue les vibrations du moteur. Ici c'est une poulie toute simple qui est uniquement utilisée pour faire tourner l'alternateur. Alors j'ai une nouvelle courroie, puisque l'ancienne était dans un sale état. Et je vais la mettre directement comme ça. Couple de serrage, c'est 8 Nm. En général, les petites vis avec une tête de 10 mm, là, on serre à 8. Voilà. Bien sûr, ça dépend de la classe de la vis. J'explique ça dans les détails avec ma formation sur les couples de serrage. Vous trouverez un lien dans la description si vous êtes intéressé. Voilà.
Ici, je me suis trompé, la gaine, elle passe beaucoup trop près de la courroie. Je pense que ce trou-là est fait exprès pour que la gaine passe dedans, pour justement éviter que ça vienne frotter. Donc je vais débrancher et le repasser dans le trou. Tension de la courroie, c'est facile, on n'a qu'à visser le machin là. Ça commence à tendre. Ok, ça a l'air pas mal. Voilà. Impec. Alors ici c'est la batterie de la Twingo qui a eu un problème. Je l'ai ouverte. Alors c'était dur hein, parce que tout était scellé. Et après avoir enlevé le capot, j'ai remis de l'acide ici dans la batterie parce que le niveau était baissé. Et j'ai utilisé un petit chargeur là qui a une fonctionnalité réparation. Ça a duré 2 jours. Ça recharge la batterie avec un courant pulsé à quelques mégahertz je crois. Donc là maintenant ça me marque full. Maintenant c'est rechargé. Je débranche. Je vais recoller le capot. Donc là, j'y vais au pistolet à colle tout simplement. Alors pour aller plus vite, parce que là, il fait froid dans le garage, donc j'ai peur que la colle refroidisse et durcisse rapidement. Donc ce que je fais, c'est que je pousse directement sur le bâton de colle qui est derrière. En général, ça marche plutôt bien. Ça permet d'étaler rapidement la colle. Hop. Et tout ce que j'ai mis là. Et maintenant, je referme. Toc. Et là je récupère 13,3 volts. Donc cette batterie date de 2014, elle a 7 ans au moins là maintenant, et je pense qu'elle va remarcher encore une paire d'années. Maintenant on va parler du carburateur. Alors c'est l'ancêtre de l'injecteur. Son rôle c'est de vaporiser l'essence et de créer un mélange essence-air qui va être envoyé ici dans les conduits de la pipe d'admission, du collecteur d'admission. Et par ici, le mélange arrive dans les cylindres pour être brûlé. Ce mélange, on va essayer de faire en sorte qu'il soit stoichiométrique, c'est-à-dire qu'il s'approche du plus possible du fameux rapport 14,7 g d'air pour 1 g d'essence. C'est là où la combustion est la plus efficace. Mais avec ce type de technologie, on n'y arrive jamais. On est toujours soit un peu trop riche, soit un petit peu trop pauvre en essence. C'est pareil pour les injecteurs, hein. On n'est jamais non plus exactement au rapport stoichiométrique. Alors ici, on voit l'arrivée d'essence. Et on peut voir ici que c'est un carburateur monocore. Il y a un seul corps de carburateur ici. L'air rentre par un seul tuyau en fait, pour être ensuite distribué dans les 4 cylindres. Alors c'est une pièce mécanique qui est magnifique, hein. Il y a plein de trucs qui s'actionnent. Donc ici c'est la commande de papillon d'accélérateur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. Au-dessus, c'est le clapet de starter qui permet de fermer l'arrivée d'air pour enrichir le mélange pour quand on fait des démarrages à froid. S'il y a moins d'air qui rentre, en proportion, il y a un petit peu plus d'essence et ça aide à démarrer. Alors, quel est le principe de fonctionnement d'un carburateur? Alors, je vais vous faire un schéma. Donc, cette partie-là, c'est le corps du carburateur. C'est simplement un tuyau. Au-dessus du tuyau, ici, en gros, pour simplifier, c'est le filtre à air. D'accord? Donc ça, vu du dessus, ça fait un gros rond, un gros cylindre. C'est les filtres qui étaient utilisés sur les anciennes voitures. Vous pouvez voir sur les anciennes américaines en particulier. Il y a ce gros filtre-là qui est au-dessus. C'est aussi un truc qu'on retrouve en haut du symbole Check Engine. Bah ouais, le dessin du moteur, c'est un moteur à carburateur, même si ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Et en dessous, ici, on a donc notre collecteur d'admission. Je le simplifie, mais à mort, hein, avec nos 4 conduits qui amènent donc le mélange air-essence au cylindre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement un tuyau qui amène l'essence, et ce tuyau arrive comme ça et débouche par un petit trou, un tout petit trou ici d'un diamètre qui est calculé pour vaporiser l'essence. L'essence, je vais prendre quelle couleur pour vous montrer l'essence? Je vais prendre du bleu clair.
l'essence arrive par là dans le tuyau, et ici quand ça sort en fines gouttelettes. Enfin fines, c'est des assez grosses gouttelettes, hein. C'est pas des gouttelettes aussi fines que peut faire un injecteur. Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Eh bien, d'une part, vous avez la pompe à essence. Alors, je vais vous la représenter comme ça. On va dire que ça, c'est un petit moulin. C'est très mal dessiné. Hop, c'est un petit moulin qui amène l'essence à partir du réservoir. Je vous demande d'avoir une grande capacité d'imagination pour imaginer à quoi représente tout ce magnifique schéma. Donc la pompe à essence pousse un peu l'essence, mais c'est pas suffisant pour faire cette vaporisation. Qu'est-ce que le carburateur va utiliser? Eh bien, il va utiliser l'effet Venturi. Et l'effet Venturi, qu'est-ce que c'est? C'est un principe physique, voilà, qui fait que quand on a un goulot d'étranglement comme ça, alors je vais exagérer un petit peu, ici on va réduire le diamètre du tuyau, du corps du carburateur. Quand on a ce goulot d'étranglement là, l'air, je vais le faire, peut-être l'air, j'aurais dû prendre le bleu en fait. L'air, je vais vous le faire en vert. Donc l'air arrive par là. Et vert, vous voyez rien. J'ai plus assez de couleurs. On a l'air, ce sera orange. C'est pas terrible non plus. Bon, bref, quand l'air arrive par là, eh bien quand ça veut passer dans ce goulot d'étranglement, il va accélérer. Et cette accélération ici va créer une dépression d'air. À cet endroit ici, il y aura moins de pression. Donc qui dit moins de pression, ben, dit une aspiration de l'essence à travers de ce gicleur. Et c'est vraiment ça, c'est ça qui fait fonctionner un carburateur. C'est ce goulot d'étranglement au niveau de l'arrivée d'air. Alors on peut le voir ici. Il est au bout de mon tournevis là. Il fait tout le tour autour de cette partie centrale ici qui est le gicleur. Vous pouvez même voir dessus que c'est écrit Solex. Donc c'est un carburateur Solex. Complètement au fond, vous pouvez voir le papillon. Donc c'est un clapet, hein, papillon des gaz. Si on appuie à fond sur la pédale de l'accélérateur, ça l'ouvre à fond. Et puis comme ça, en variant le débit d'air qui rentre, eh bien on fait varier la puissance du moteur. Et ici devant, ce clapet là, eh bien c'est le clapet de starter. Vous pouvez voir qu'il a un trou pour laisser passer l'air. Pareil, le diamètre du trou là est calculé, hein. Donc voilà dans les grandes lignes le fonctionnement d'un carburateur. Alors vous avez peut-être aussi entendu parler d'une histoire de flotteur qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ici, juste avant que l'essence arrive dans le carburateur, il y a une petite chambre. Toc. En fait l'essence va arriver par en haut, au-dessus de cette chambre. Ça fait comme une petite réserve d'essence ici. Tout ça, c'est de l'essence. L'essence qui arrive par là. Et il y a là-dedans un flotteur. Je schématise mais à mort, hein. Un flotteur, un bouchon quoi, qui a un petit pointeau là qui va venir boucher le trou d'arrivée. Si jamais il y a trop d'essence qui arrive là-dedans, ça bouche ici l'arrivée d'essence. C'est ni plus ni moins que ça. Et ça se trouve ici, dans cette partie-là du carbu. Voilà, j'espère que vous avez bien compris avec mes explications. Le seul truc important à retenir, c'est ça, hein. Effet Venturi ici, dépression, on aspire, ça vaporise l'essence, et l'essence est envoyée ici en fines gouttelettes aux 4 cylindres. C'est ça qui fait le mélange. Je vous mets dans la description des liens si vous voulez vous intéresser un peu plus au sujet, parce que c'est assez vaste, hein. Là j'ai juste effleurer la matière. Pour nettoyer ce carbu, je vais juste faire un nettoyage externe. Je ne vais pas le démonter parce que si on démonte après, il y a des pièces à remplacer, il y a des joints à remplacer, etc. Même le gicleur, c'est en général là qu'il faut le faire. Les nettoyeurs à ultrasons sont très bien pour nettoyer ce genre de pièces. Mais voilà, comme j'ai pas le kit de joint, je vais pas tenter de démonter tout ça. Donc voilà, juste nettoyage externe avec le copain. Le nettoyant frein. C'est le copain, le nettoyant frein. Lors du nettoyage, j'ai remarqué quelque chose, et je pense que vous aussi, c'est que ces conduits d'admission là étaient bien sales, en particulier celui-ci, le numéro 3. C'était tout noir dedans, il n'y a aucune raison que ce soit comme ça, hein. Là, c'est normalement que l'air frais avec l'essence qui arrive. Alors pourquoi est-ce que c'est noir comme ça? Eh bien, c'est des résidus de combustion qui sont remontés dans l'admission. Et je pense que, alors c'était en particulier donc le cylindre numéro 3 et le 2 ici, je pense que c'était principalement dû au fait que les soupapes qui correspondait à ces conduits d'admission, le jeu aux soupapes était mal réglé. Dans l'épisode précédent, c'était il y a 2 épisodes je crois,
Quand j'ai fait le réglage de ce jeu aux soupapes, eh bien j'ai trouvé, en particulier pour la soupape ici d'admission, qu'il n'y avait aucun jeu. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que le moteur est chaud, la soupape s'allonge un petit peu, les gaz passent le long de la soupape, elle est plus hermétique et ils remontent comme ça dans l'admission. Ils remontent et ils sont aspirés par le cylindre qui est en train de d'aspirer l'air frais pour compléter son cycle d'admission. Et donc ces gaz brûlés passaient par ici, remontaient et repassaient immédiatement dans un des autres cylindres. Donc c'est pour ça que ça encrasse un petit peu tout. Mais ici, dans le carbu lui-même, dans le corps du carbu, je n'ai trouvé aucun problème de ce niveau-là. Ça tourne pas mal, il faudra peut-être que je resserre un petit peu. La durite, elle est vieille. Hein. Bon, allez, je vais le remonter et tout doucement, on se rapproche du démarrage. Côté culasse, le plongeon est propre. Alors là, exceptionnellement, je n'ai pas de silicone. Et voici le gros bébé. Ces 6 petits écrous se serrent à 8 Nm. Encore des petits écrous de 10. Ok. Je pense qu'avec une rallonge comme ça, c'est jouable. Et ici, comment je fais? Complètement biais. Hop. Bon, celui-ci, j'ai pas le choix, hein, je serre au feeling. Voilà. Bien. Je vais remettre en place les bougies, je vais régler l'écart entre les deux électrodes à 0,9 mm et j'ai pris des bougies différentes de celles que j'ai trouvées dans la voiture. Alors moi je suis pas super fan de bougies comme ça, quand à l'origine c'est des bougies simplement avec une seule électrode ici. Alors, je pense qu'il vaut peut-être mieux garder ça, en tout cas le moteur a été prévu pour des bougies comme ça. Alors, sur le paquet ils disent pas, si. Ici ils mettent que c'est déjà réglé à 0,9 mm. Donc je vais juste vérifier, hein. Normalement c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok, donc pour chaque bougie je vérifie, et je vérifie aussi que l'électrode ici est bien vissée autour de la céramique. Et je mets un petit peu de graisse contact au bout de l'électrode. Je vais les serrer un peu moins que ce qu'elles doivent être serrées. Là j'ai réglé la clé à 13 Nm. Et quand le moteur aura démarré pour la première fois, on resserrera à 20. Vous avez remarqué, j'ai dit 20 et non pas 20. Ça me coûte. Allez, reviens. Voilà. Pour rebrancher les bougies, c'est très simple, les câbles sont de différentes longueurs et correspondent à la position de la bougie. Enfin, ça c'est normalement, vous le verrez après. La bobine, je vais la remplacer, elle vient d'une casse auto et elle marche, hein, c'est pas le souci, mais voilà, les bobines comme ça vieillit avec le temps, donc on ne sait pas quel âge elle a. Donc je préfère mettre une bobine neuve. Tac. Okay, ça a l'air d'être la même, donc il faut juste transférer le support. Donc il y a 4 petits boulons à enlever comme ça. Ce sont effectivement des boulons puisque c'est un ensemble vis plus écrou. Bon, je sais pas quel est le couple de serrage, mais il est sûrement très faible. Donc je tiens mon cliquet par la tête pour serrer. Voilà.
Allez, mise en place. Alors elle venait quelque part par là. Ici c'est l'écrou qu'on doit desserrer pour régler l'angle de la tête de Delco, pour régler l'avance à l'allumage. On verra ça dans une prochaine vidéo. C'est sympathique aussi à faire sur ces vieux moteurs. Toc. Voilà. Laisse contact. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste pour pouvoir faire une première tentative de démarrage de ce moteur? Ben, il faut lui amener de l'essence, lubrifiant silicone, si ça veut bien sortir par là. Ok. Donc, essence, on en a. Électricité, on va remettre une batterie, mais avant ça, on va rebrancher tout ce qui est faisceau. Ça va où? Je ne sais pas. Prise brune. Alors ça doit être avec ça. Non. Bon, il va falloir que j'aille voir comment c'était branché tout ça sur les vidéos. D'où l'intérêt d'enregistrer tout ce qu'on fait. Cette prise-là, elle va en dessous à la boîte de vitesse. Ça doit être le signal de recul. Quand on met la marche arrière. Voilà. Ok, alors ça doit être ici. Il y a un capteur de température au niveau du thermostat qui n'est pas remonté. Ça, je sais pas. C'est un capteur quelconque. Celui-ci, oh là là, j'ai plus de prise qui va là pour ça. Hein. Ça ne correspond pas. Bon, écoutez, tant pis. Alors là, j'aime pas du tout le câble haute tension qui passe proche des câbles basse tension ici. On va le passer comme ça. C'est pas terrible. Hein. Ouais, là, ça reste proche. Bon, pareil, tout ça c'est proche de la tête de Delco. Chaque fois qu'il y a une étincelle là-dedans, hein, ça fait un petit courant induit dans les autres câbles là. Bon, bah je vais remettre la batterie. Hein. J'ajoute la batterie, donc je commence par le plus. Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir de court-circuit. Je remets quand même le câble d'accélérateur, histoire de pouvoir utiliser la pédale. Allez, je démarre. Tentative numéro 1. Même s'il y a des trucs qui ne sont pas rebranchés. En fait, la prise là, elle vient juste là. Il n'y a rien qui est branché dessus. Incroyable! Hop, allez. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que déjà, le démarreur marche. Alors, bien sûr, il faut que l'essence revienne ici. Arrive à la pompe jusque dans le carbu. Hein. Je vais insister lourdement. Rien du tout. Je vais mettre un tout petit coup de nettoyant frein dans le carbu. Ouais, ça sert aussi à démarrer les voitures. C'est le copain, le nettoyant frein. Est-ce que j'ai de l'essence là-dedans qui arrive? Ouais. J'ai beau insister, ça ne démarre pas et on commence à sentir que la batterie faiblit. Bon, je vais un peu pomper sur accélérateur.
carburateur est équipé d'une petite pompe qui s'appelle la pompe de reprise, et quand on accélère à fond, ça gicle d'essence directement dans le corps du carburateur. Bon, je vais remettre en place mon fil ici pour commander le démarreur sans avoir à aller dans la voiture. Alors non, avant de faire ça, je vais rebrancher ici le tuyau de dépression pour le master vac. Parce qu'en fait, si je laisse le trou ici, ben, mon carbu, ça va jamais marcher. Hein. Ça va jamais aspirer l'essence, vu qu'il y a une prise d'air ici qui est énorme. Bien sûr, il faut boucher toutes les prises d'air qui se trouvent après le carbu. Et celle-ci, bien sûr, c'est la plus grosse. Allez. Ça a du mal à entrer, hein. Et c'est en train de perdre toutes ses films, ce truc. Alors, double échelon de silicone. Je me souviens qu'on avait galéré pour l'enlever, ce truc. Allez. Mais c'est incroyable. Ah, ça y est. Je l'ai senti, ça a fait clic. C'est de la durite raide comme de la pierre. Hein. Alors, est-ce qu'on y croit? Oui, on y croit. Là, il y a encore quelque chose. Mais on va essayer quand même. Ah, c'est déjà mieux. C'est un souci d'ordre d'allumage, là. Inversons 2 et 3 pour voir. Yes. Ha. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Hein. Allez, encore un petit coup. Ce ralenti n'est pas stable du tout. Le moteur ne prend pas de tour. Je vais pas le faire chauffer. Je vais pas le faire chauffer parce qu'il n'y a pas de circuit de refroidissement. Ouais, donc il faudra ajuster au moins le ralenti. Mais c'est un bon début. Et voilà, ça démarre. Donc là, il reste à remplir le circuit de refroidissement. Il y a sûrement beaucoup de réglages à faire, réglage du carburateur et aussi de l'allumage. Hein. Ça se trouve, l'avance à l'allumage est complètement fausse là maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que le moteur a du mal à accélérer. Donc ça, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez appris peut-être 2-3 trucs sur le carburateur. Pour moi, c'était un plaisir de comprendre comment ça marche et de le partager avec vous. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez tous les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce super projet Les Dames de Fer. En dessous, un épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.